Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Comment parler de racisme aux enfants, mais pas que, dans un contexte de montée de la haine et de la xénophobie en France et ailleurs. Une tâche herculéenne portée par un petit personnage attendrissant, prénommé Rakid, dans une BD aussi légère dans sa forme que profondément politique dans son message. La montée du populisme d'extrême droite, la virulence des mouvements identitaires, la violence et la parole libérée sur les réseaux sociaux constituent le monde à déconstruire pour Rakid. 80 pages de dessins sur les notions de racisme, de blackface, d'islamophobie, d'afroféminisme, de discrimination, de racisme anti-noir, de racisme anti-asiatique, etc. Appuyés évidemment par des experts sur ces sujets tels qu'Anya Chouchou, Grace Lee ou Sarah Zouak, une manière pour son auteur, Rachid Sguini, d'expliquer simplement dans cette bande dessinée, destinée aux enfants comme aux grands, ce que les livres n'expliquent pas aux enfants. Une œuvre pédagogique et citoyenne de salubrité publique dans un contexte où la peste brune, pour reprendre l'œuvre d'Albert Camus, infecte nos sociétés. Le crayon en guise de vaccin, ou en tout cas comme arme prophylactique, c'est ce que nous allons découvrir avec Rakid, alias Rachid Sguini. Bonjour Rachid Sguini. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Merci, ça va très bien. Alors tout d'abord, qui est Rakid ? Est-ce que c'est vous, Rachid Sguini, ou ce petit personnage que vous avez l'habitude de croquer et qui vous accompagne dans vos BD et dans vos illustrations sur les réseaux sociaux ? Rachid, oui, Rakid, on peut dire que c'est moi, oui. C'est une version plus gentille, plus sympa, plus humaine que moi. Ouais, plus humaine. Voilà. Et c'est un bon véhicule, un bon moyen de parler en fait des sujets de votre quotidien. Hein. Vous n'êtes pas à votre première œuvre. Alors celle-ci parle du racisme. Alors pourquoi une BD, une bande dessinée sur le racisme aujourd'hui ? Moi, j'ai fait des recherches sur ce qui se trouvait pour les enfants, pour parler de racisme pour les enfants. Et quand j'étais en librairie, j'avais souvent des choses très bateaux, très infantilisantes, un peu débilisantes. C'était toujours la même chose. C'était le genre n'aime pas Mamadou parce que Mamadou est noir. Et puis on s'arrêtait là. Et puis voilà, on se tient tous la main, on va s'aimer. En fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et les enfants, comme ils sont de plus en plus connectés, ils comprennent assez vite que les choses, c'est pas aussi simple que ça. Tout n'est pas aussi manichéen. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça serait une bonne occasion, parce que j'ai entre guillemets le talent de savoir dessiner, de savoir m'exprimer de façon claire, de créer ce petit manuel pour enfants. Oui, effectivement, vous mettez le doigt sur un point important, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont face à une déferlante tout ce qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux, et donc sont beaucoup moins naïfs par rapport à ce qui les entoure. Et donc vous essayez de traduire cette complexité du monde qui nous entoure pour pas forcément leur ôter cette naïveté, mais au moins leur donner peut-être quelques éléments, quelques codes, quelques définitions, quelques explications de ces mouvements, de ces messages haineux, de ces peut-être même de nouveaux concepts de haine qui pullulent sur les réseaux sociaux, sur Internet et dans le monde qui nous entoure. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est que moi, quand j'étais enfant, il y avait plein de notions que je connaissais pas. C'est-à-dire que le blackface, je connaissais pas. On n'en parlait jamais. On parlait jamais d'islamophobie. C'était des mots qui n'existaient pas. Aujourd'hui, l'enfant, il se met sur Twitter, sur Facebook, n'importe où, sur TikTok, même vu qu'il y a vraiment des jeunes gens. Il va voir ce que c'est qu'un blackface, mais il va pas comprendre pourquoi un blackface c'est pas bien. Il va juste voir Antoine Griezmann, le footballeur, faire un blackface, et il va se dire il a juste voulu se déguiser. Et en fait non, le blackface va plus loin que ça. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de leur apporter quelques clés pour qu'après eux aillent faire encore d'autres recherches sur d'autres sujets. Moi, c'est vraiment une porte d'entrée qui peut servir aux adultes comme aux enfants d'ailleurs. Et ensuite l'enfant il peut aller vagabonder et apprendre plein de choses, quoi. Une porte d'entrée ludique, qui se veut ludique, puisque ça reste de la BD, donc c'est vraiment un univers qui parle aux petits comme aux grands. On a tous été bercés par différentes BD, cartoons, mangas, etc. Donc c'est quelque chose qui parle évidemment aux enfants. Alors pour revenir sur une notion que vous venez d'évoquer, le blackface, c'est se grimer. C'est une personne qui n'est pas noire,
noir, mais qui va se grimer le visage, qui va se déguiser, qui va se peindre le visage, mais ça fait appel à tout un contexte historique. C'est pas seulement un déguisement, ça rappelle justement l'esclavage et tout le vécu des Afro-Américains et des Afro-Américains particulièrement qui ont été réduits en esclavage. Mais ouais, c'est exactement ça. Après, l'idée, c'est pas de dire aux gens, c'est parce que t'as fait un blackface, t'es forcément raciste. Moi, par exemple, je prends le cas d'Antoine Griezmann qui a fait ce blackface en se déguisant en Harlem Globetrotter. Il est pas, je me doute bien que Antoine Griezmann n'est pas raciste. Enfin, je pense pas, moi, qu'il soit raciste. Mais il peut perpétuer des réflexes racistes. Il peut perpétuer des biais racistes. Et donc c'est une manière de donner les codes et d'essayer de sensibiliser les plus jeunes à ce qu'ils pourraient peut-être ne pas comprendre tout de suite, en tout cas en voyant les polémiques surgir et en étant confrontés aux vidéos, peut-être même qu'ils sont fans de Griezmann et de l'équipe de France de football, et donc ils ne comprennent pas forcément pourquoi il y a une polémique autour d'un déguisement. Exactement. Et c'est de leur expliquer. Et même, ça marche aussi pour les adultes. Moi, je vois les réactions qu'il y a sur tout plein de polémiques qu'il y a toute l'année. Parce que toute l'année, maintenant, on a des polémiques avec Twitter. C'est une polémique, un jour une polémique. Et du coup, c'est vraiment de à chaque fois donner un peu les clés. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura une suite à ce livre. Parce qu'il y a encore plein de sujets que j'ai pas pu aborder. Donc, oui, là, vous avez été obligé de faire une sélection. Alors, c'est un panel quand même qui est relativement large. On parle d'afroféminisme, on parle de racisme anti-noir, le blackface, vous l'avez cité, d'islamophobie, qui est aussi une actualité brûlante. C'est assez sensible comme sujet actuellement en France. Comment vous avez fait le choix de ces thématiques et il a justement quand on doit faire une sélection, on est obligé de se priver de sujets qui sont parfois peut-être aussi importants, en tout cas aussi intéressants, mais vous avez dû faire une sélection d'office pour pouvoir tout mettre dans un format accessible au plus grand nombre. En fait, j'ai fait au début sur un document Word, j'ai recensé tous les sujets dont je voulais parler. Mais en fait, il y en avait plus de 150. Le truc était très très large. Du coup, j'ai dû tailler en gardant ceux qui étaient déjà accessibles aux enfants. Il y avait des termes que pour un adulte, moi, j'arrivais pas à les expliquer à un enfant. Parce que par exemple, je vais prendre un terme, le terme beurette. J'arrivais pas à l'expliquer à un enfant, parce qu'en France, c'est un terme qui est un peu polémique. J'arrivais pas à l'expliquer à un enfant sans qu'il puisse tomber sur des images de sites pour adultes et tout ça. Donc, je pouvais pas l'expliquer à un enfant. Donc, ça a été viré. Ensuite, il y a ceux que les enfants entendent le plus. Donc, en fait, blackface, N-word, tout ça, c'est des choses que les enfants de 2021 entendent beaucoup. Donc, j'ai sélectionné. Et puis après, il y avait aussi par rapport à mes envies et aux experts que j'avais autour de moi. Et la dernière chose, c'est des choses dont on ne parlait pas trop. Par exemple, les Roms, les enfants Roms vont pas à l'école en France. Et j'avais à cœur d'expliquer pourquoi ils n'allaient pas à l'école en France et que c'était pas juste parce que les parents voulaient qu'ils deviennent pickpocket. Et donc casser les préjugés qu'on peut avoir, oui, bien sûr, sur les enfants de Rome. Vous expliquez aussi des termes quand même qui sont compliqués, enfin qui sont compliqués ou en tout cas qui sont très peu utilisés dans le langage courant. Il y a un terme qui m'a marqué, intersectionnalité, qui est une notion sociologique. Alors comment expliquez-vous aux enfants cette notion sociologique qui peut paraître un peu compliquée et réservée à un discours académique? L'intersectionnalité, en fait, c'est juste de dire aux enfants, c'est toi en tant qu'enfant, tu peux vivre plusieurs sortes de racisme, parce que peut-être que tu es noir, peut-être que tu es musulman, et peut-être que tu es une femme, et du coup tu peux vivre 3 discriminations différentes. Tu peux vivre l'islamophobie, la négrophobie et misogynie. Et c'est ça l'intersectionnalité, c'est qu'on est au milieu de plusieurs discriminations. Qui se cumulent et donc qui peuvent avoir un poids beaucoup plus lourd dans la vie, dans le quotidien d'un individu, d'un citoyen. Exactement. Mais après, je pense pas. Au début, on m'a dit c'est peut-être un peu compliqué ce mot intersectionnalité, mais en fait, il faut pas En fait, les enfants ont besoin d'être tirés vers le haut. Et c'était ce que je reprochais moi au bouquin sur le racisme pour enfants. Ce que je disais, c'était que c'était toujours infantilisant. Où on avait l'impression de se mettre à un niveau d'enfant pour leur parler, un peu comme quand on parle à un enfant de 5 ans, on est obligé de se baisser et d'avoir des mots. En fait, moi, je voulais pas du tout ça. Intersectionnalité, peut-être que sur le coup, il va pas trop comprendre, il va relire, il va
il va demander à ses parents et ça va rentrer dans sa tête. Et voilà, il aura gagné un mot, il aura gagné une notion. Peut-être qu'il n'y arrivera pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il va comprendre. Vous parlez à des enfants, mais pas que, comme vous l'avez mis en sous-titre, mais en réalité, vous parlez à des enfants tout en les préparant pour leur vie d'adulte d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous ne voulez pas les maintenir dans un état un petit peu embryonnaire, de petit enfant naïf qu'on garde dans son cocon, mais tout de suite lui dessiller les yeux et lui signifier finalement que voilà le monde qui nous entoure. Je vais essayer de te l'expliquer de manière pédagogique, mais sans utiliser des propos qui sont peut-être un peu trop abêtissants ou qui ne sont en tout cas pas dignes de ton éveil actuel par rapport à ta connexion et à ce qui t'entoure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant vit déjà du racisme. On vit déjà des discriminations. Et en fait, parfois, il les comprend même pas. Il comprend même pas pourquoi un autre enfant veut pas lui tenir la main. Il comprend pas pourquoi les enfants asiatiques, t'as d'autres qui vont les traiter de jaunes alors qu'ils sont pas jaunes. En fait, il y a plein de choses qu'eux vont pas comprendre. Donc, en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut leur expliquer les choses et aujourd'hui qu'il faut les déconstruire et leur apprendre que, parce que c'est pas un adulte. C'est pas un adulte ou un homme de 60 ans à qui a eu des réflexes racistes toute sa vie, qu'on va réussir à changer aussi facilement. Franchement, moi je vois disons, de ma famille ou dans mon entourage, des fois il y a des réflexions racistes parce qu'en fait ils ont été nourris de ces réflexions pendant 50 ans, donc en fait c'est très difficile de les changer sans les embêter, je veux dire. Vous, donc votre BD n'est pas destinée, même si elle est aussi destinée aux adultes, elle n'est pas forcément très utile pour le tonton qui a des idées racistes qu'il va ressortir à chaque dîner familial. Ce tonton raciste, finalement, c'est pas forcément votre cible. C'est compliqué de changer l'opinion de quelqu'un qui a déjà sédimenté ses préjugés au fond de son inconscient ou même de son cerveau. Allô, Rakid. Oui. Rachid, on vous a perdu un moment. Est-ce que vous avez entendu ma question ou bien je la reprends? Oui, j'ai entendu. Non, j'ai entendu. Je vous en prie. En fait, moi, je pense qu'on peut changer l'adulte qui achète le livre pour son enfant. Parce qu'il est déjà dans une démarche humble en disant, en fait, il y a des choses racistes, je vais peut-être m'éduquer. Et moi, je le vois, j'ai des centaines de retours de parents qui me disent, je savais pas que le terme pac-pac, en France, c'est utilisé pour dire pakistanais ou indien. Je savais pas que c'était raciste. Ou je savais pas que les Chinois étaient pas jaunes. Je connaissais pas ce lien entre les Juifs et l'argent. Pourquoi on pense que les Juifs sont bons avec l'argent et tout. En fait, il y a plein de choses que les parents qui ont la démarche pour leurs enfants, du coup, vont l'avoir pour eux. Parce qu'en fait, pour combattre le racisme, quand on est adulte, il faut avoir un réflexe, c'est être humble. C'est dire, ok, moi, en tant qu'adulte, c'est vrai que je pense ça sur cette minorité-là. Peut-être que je me trompe, et je me trompe sûrement, parce que mon quotidien ne confirme pas tout ce que je vois. Et du coup, ces gens-là, oui, peuvent changer. Mais c'est sûr que là, si demain j'envoie ce livre à un adulte, à un tonton raciste, en fait, pour lui, ce sera n'importe quoi. Oui. Vous avez été enfant, vous êtes franco-marocain, donc vous avez franco-marocain, vous avez peut-être été confronté au racisme. Quel est le souvenir le plus marquant de raciste que vous avez vécu et qui vous a marqué? En tant qu'enfant, je crois que les souvenirs, j'avoue que je suis très imperméable au racisme, même si je l'ai beaucoup vécu quand j'étais jeune. Mais celui qui me marquait, moi, quand j'étais jeune, c'était de ne pas être invité aux anniversaires. C'est-à-dire que toute la classe avait son invitation et on était le seul à pas être invité. Ça, en tant qu'enfant, c'est ce qui me dérangeait le plus parce qu'en fait, ça t'exclut tout de suite du groupe d'enfants. C'est-à-dire qu'il y aura un autre Marocain dans la classe, tu seras automatiquement son ami, même s'il est bête comme ses pieds et qu'il n'est pas intéressant, parce qu'il a le même vécu que toi et que lui aussi n'a pas été invité. En fait, dans les problèmes, on se crée des alliés. Bah oui, de victimes en fait, de victimes de ce racisme. C'est ça. En tant que victime de racisme, on se met entre victimes de racisme et on fait beaucoup plus confiance. Moi, je faisais beaucoup plus confiance à cet élève-là qui n'avait pas été à l'anniversaire avec moi plutôt qu'aux autres, parce que je me disais comment les autres ont pu accepter le fait que moi je n'étais pas invité, même si c'était qu'une personne qui voulait pas m'inviter, vous voyez.
Alors, vous avez grandi dans une région particulière, l'Auvergne, qui a d'ailleurs, enfin, les Auvergnats ont été notamment cités par un ministre de l'Intérieur qui, dans une blague raciste d'ailleurs, pour le coup, lorsqu'il était face à un jeune français d'origine maghrébine, qui justement était Auvergnat, et il a eu cette phrase très malheureuse, pour ne pas dire plus. Tant qu'il y a un Auvergnat, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Vous avez vécu, vous estimez que dans la région de votre enfance, vous avez vécu, hormis cette anecdote qui vous a marqué, vous avez vécu beaucoup de racisme, ou bien vous étiez vraiment imperméable et finalement vous êtes passé un peu entre les... en fait, je voyais le racisme parce que c'était des réactions différentes. Moi, par rapport aux autres enfants, par exemple, moi, dans ma classe, quand j'étais en 5e, j'étais le seul à m'être fait contrôler par la police. C'est-à-dire que, dès la 5e. Ce genre de choses. Dès la 5e. Je me souviens très bien de mon premier contrôle de police où je le faisais à la bibliothèque. En plus, pour travailler un mercredi après-midi ensoleillé. Donc, en fait, c'est quand même. Et je me fais contrôler sur la place de la ville où il y a tout le monde qui nous regarde. Et je comprends même pas ce qui se passe, parce que moi, en tant qu'enfant, c'est des policiers en civil, donc au début, je me crois agressé. Il y a deux voitures qui s'arrêtent, des gens qui sortent, et ils te mettent contre le mur, et du coup, tu comprends pas ce qui se passe. C'était une fouille au corps. Après, t'as l'habitude. C'est ça. Après, t'as l'habitude parce que, au bout d'un moment, les policiers me passaient à côté de moi, et me disaient juste, ça va, tu fais quoi aujourd'hui? Et je disais, rien, je vais à l'école. Et c'était ça, en fait, le contrôle. Parce qu'ils nous avaient tellement contrôlés qu'au bout d'un moment, ils nous connaissaient. Et du coup, ils marquaient juste sur un papier où on était. Par exemple, si je marchais dans une rue, ils marquaient juste sur un papier, voilà, j'ai vu tatati tatata, rue, tatatata. Vous étiez présumé délinquant. Voilà, s'il y avait eu un problème dans cette rue ce jour-là, on serait venu me voir. Oui, c'est effectivement, ça doit marquer quand même les enfants les enfants qui vivent ça, et surtout ce distinguo par rapport aux autres. C'est que là, on se sent en fait différent des autres, pas parce que des différences, j'allais dire positives, des différences culturelles, pourquoi pas. On peut d'ailleurs même insister sur ces différences, pourquoi pas. Mais là, on se sent différent parce qu'exclu et parce que montré du doigt, mis à l'écart, pointé comme paria dans la société, et donc on ne fait d'une certaine manière plus partie de cette société, ou en tout cas on peut avoir cette impression-là, notamment quand on est enfant. Et ce qui est triste, c'est que chaque enfant va vivre ça d'une façon différente. Moi, je l'ai entre guillemets plutôt bien vécu parce que j'avais le dessin, j'avais des amis autour de moi, j'avais plein de choses qui faisaient que je restais hors de ces réalités. Mais je connais des amis que ça a détruit. Qui trouvent pas d'emploi, qui trouvent pas de logement, qui se font refuser des crédits à la banque. En fait, ça va très très loin. Et d'ailleurs, alors il y a du bruit derrière vous. Je sais pas si c'est des avions ou des voitures, mais d'ailleurs il y a une forme aussi de lorsqu'on vit des préjugés, des racismes, quand on est victime de préjugés et de racisme de manière successive, ça sédimente d'une certaine manière et ça plonge l'individu qui en est victime justement dans une victimisation, c'est-à-dire une opposition par rapport à tout ce qui est source des violences qu'il subit. Et donc c'est la société française dans son ensemble, c'est l'État français, c'est la police en général. Comment on peut justement éviter de tomber aussi lorsqu'on est victime de racisme, de tomber dans cette logique de tout le monde est mon ennemi finalement d'une certaine manière, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont français, parce que c'est l'État français, parce qu'ils ont un uniforme de police. C'est aussi le préjugé peut être très vite renversé et dans la victimisation, et donc ça devient aussi un problème pour l'individu qui est victime de ce racisme. Là après le truc c'est d'aller vers les autres. En fait c'est que nous on est confrontés en tant qu'enfant d'immigrés, on est confronté à plein de personnes qui vivent pas de discrimination. Du coup, en fait, plus on s'ouvre vers les autres et plus, en fait, nous-mêmes, on n'aura pas cette image-là. En fait, c'est aussi un travail à faire des deux côtés. Mais après, alors, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Oui, mais nous, on rentre dans... Voilà. Surtout dans les années 80-90, peut-être qu'il y avait beaucoup d'associations et beaucoup de messages dans ce sens-là, aller vers l'autre. Mais est-ce qu'actuellement on n'est pas justement dans un contexte où il y a des crispations et ça devient de plus en plus compliqué justement de véhiculer ce genre de message que vous tentez de faire d'ailleurs dans votre BD? En fait, je sais pas, c'est plus difficile, mais c'est juste que lui, j'ai l'impression que les critiques sont plus visibles. C'est-à-dire que quand moi je vais faire un dessin antiraciste
sur Twitter ou sur ma page Facebook, je vais avoir des gens en direct qui vont me dire non, c'est pas vrai ce que tu dis, les Arabes sont comme ci, les Noirs sont comme ça. Alors que il y a quelques années, c'était moins possible parce qu'on n'avait pas ce rapport au public qui est juste là. Et du coup, comme tout le monde peut s'exprimer librement, et tant mieux, sur les réseaux sociaux, ben, en fait, on a l'impression que le racisme a explosé. Mais le racisme, globalement, c'est toujours le même. C'est toujours les minorités n'ont pas ressenti, outre tout ce qui est islamophobie, mais on pas ressenti une grosse différence. Dans les années 80, il y avait des ratonnades, dans les années 90 aussi. En fait, les choses sont juste beaucoup plus visibles. Oui, peut-être moins violente, en tout cas dans une moins grande ampleur, parce qu'effectivement les meurtres racistes étaient assez nombreux et fréquents malheureusement dans les années 70 et début des années 80. Peut-être qu'il y en a moins, mais en tout cas il y a une visibilité de la parole raciste qui, grâce aux réseaux sociaux, mais pas que, il y a aussi les médias traditionnels, a peut-être pris ses aises, et donc on est beaucoup plus facilement confronté, d'où d'ailleurs votre travail avec cette BD pour essayer de déconstruire, d'expliquer aux enfants les notions auxquels ils sont confrontés au quotidien. Alors, vous avez parlé de Twitter, de Facebook, c'est assez intéressant puisque, en fait, vous avez un parcours un peu particulier en tant qu'illustrateur, en tant que dessinateur. Vous vous êtes fait connaître, en fait, surtout via les réseaux sociaux. Finalement, ça a été un petit peu votre tremplin pour ensuite aller vers le papier et dessiner des BD de manière, j'allais dire, un peu plus classique. Mais vous avez d'abord fait vos armes, vos preuves sur les réseaux sociaux. C'est typique de votre génération ou c'était un kiff pour vous, une manière simple de pouvoir dialoguer directement avec votre public? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que notre génération, elle va pas attendre qu'on lui dise ok, tu peux publier, je te publie, donc tu peux t'exprimer. Aujourd'hui, ce qui est incroyable et qui est génial, c'est j'ai une idée, j'ai un peu de talent. Je me mets sur Facebook, je me mets sur Instagram, et puis les gens vont voir ce que je fais. Et s'ils aiment, c'est le public qui décide. Et c'est pas un éditeur, c'est pas un média, c'est pas eux qui vont décider ce que vont aimer les gens. Du coup, c'est un succès populaire qui est encore plus, où il y a encore plus de mérite. C'est-à-dire que là, c'est le peuple qui m'a aimé, imposé aux gens. Ça vous donne une légitimité par rapport aux prochains éditeurs qui voudraient éventuellement vous publier dans une BD papier. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, viens te contacter en te disant tu as déjà une base de, entre guillemets, de fans potentiels qui vont acheter ta BD. Alors que le dessinateur que personne ne connaît, qui passe directement par la maison d'édition, il y aura tout ce travail de communication à faire, il faut vendre son image et c'est pas sûr que ça marche. Là, étant donné que je suis un jeune homme très sympathique, au demeurant, j'imagine que les gens se disent, en fait, on a confiance en lui parce qu'il a dessiné des années pour nous, il a défendu des causes, il nous a bien fait rire. Du coup, là, il sort sa BD, ça va être sûrement sympa. Et du coup, j'ai cette promotion qui est déjà faite, maison d'édition, qui se dit, je suis assuré de vendre un nombre de livres. En tant qu'illustrateur, en tant que dessinateur, quelles sont vos références ou vos inspirations au niveau du dessin? Est-ce que c'est les BD, notamment belges ou françaises, les mangas, les cartoons américains? Quelles sont vos sources d'inspiration et qui vous ont permis d'avoir ce coup de crayon? La référence ultime des années 90, c'était Dragon Ball. Je sais que ça passait au Maroc parce que je regardais au Maroc aussi. Dragon Ball, et en fait tout ce qui était Club Dorothée, c'était une émission qui passait quand on enfant, qui passait plein de mangas. Et il y avait quoi? Il y avait Olivier Tom, Captain Magid, tout ça, et c'était vraiment des références importantes. Ensuite, il y a eu tout le cinéma. Moi, j'étais très cinéma, kung-fu, Jackie Chan, tout ça, tout ce qui était arts martiaux. Après, j'ai découvert plus tard les BD de Don Rosa et Karl Barks, qui sont les créateurs de Picsou et Donald chez Disney, qui étaient des BD que je trouvais géniales parce que c'est des BD qui ont inspiré Spielberg, qui derrière a fait Indiana Jones. En fait, c'est des choses, tout le monde s'inspire et je trouve ça génial. Donc voilà. Et puis il y a aussi mes origines, le fait que je vienne du Maroc. Que ma famille vienne du Maroc, et en fait il y a j'ai plein de références culturelles que moi je vais pouvoir apporter au public français
que eux n'auront pas. Moi, je sais qu'il y a une très très grande nostalgie là ces temps-ci en France sur ce qu'on appelle le voyage au bled. Ouais. Où tous les MRE qui en fait se rendent compte que depuis 1 ou 2 ans ils peuvent pas revenir au Maroc parce que c'est un peu plus compliqué. Il y a une grosse nostalgie là-dessus, et du coup je sais que quand je vais dessiner sur ces sujets-là, il va y avoir ça va faire beaucoup de succès, et qu'il y aura beaucoup de sympathie et de nostalgie pour mes dessins. Oui, vous avez fait des plaquettes, si mes souvenirs sont bons, que vous avez diffusées sur les réseaux sociaux, où vous avez parlé justement de ces souvenirs, de ces particularités du périple, puisque c'était 2 jours, 3 jours de voyage. C'est quelque chose qui a marqué finalement toute une génération, ou même plusieurs générations de Maghrébins, et notamment Marocains, de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne et d'Italie, qui faisaient ce parcours jusqu'à Algeciras pour ensuite prendre le bateau. Et donc avec ces différentes étapes, là effectivement aussi il y a énormément d'anecdotes et d'humour à glisser dans les dessins. Ça doit être extrêmement inspirant. Exactement. C'est une histoire qui demande encore à être racontée. Moi je sais que je travaille sur des projets dans ce sens-là. Du coup je suis très enthousiaste à l'idée de raconter mon Maroc. Ouais. Que ce soit à un public plus jeune ou à un public qui connaîtra pas ça, parce que le voyage France-Maroc qui dure 2 jours, 3 jours, c'est quasiment terminé. Oui. Beaucoup de gens maintenant avec Ryanair, EasyJet, tout ça, ont des billets à 20, 30, 40 euros, et maintenant ils font la traversée en 2 heures. Donc en fait c'est quelque chose qu'il faut un peu marquer dans le marbre, et puis pour pouvoir le raconter aux générations suivantes. Ça fait partie de l'histoire de l'immigration, et notamment ces premières générations qui, dans des routes nationales, devaient patienter longuement pour pouvoir enfin retrouver la mère patrie. Et vos souvenirs du Maroc, c'est des vacances d'été, ça aussi c'est quelque chose de marquant, au-delà du trajet qui est un peu particulier. Ah oui, le trajet, on l'oublie vite, le trajet. Ouais. Quand on arrive au Maroc, là aussi c'est des souvenirs particuliers quand on est enfant, donc c'est à la fois une autre culture qui nous est propre, mais qui en même temps est différente, donc il y a un dépaysement par rapport à ce que vous vivez en Auvergne, mais puis à la rencontre avec la famille, il y a d'autres univers peut-être que vous rencontrez au Maroc. Ça aussi, ça peut être source d'inspiration pour un projet futur. Ah oui, ouais, non, mais c'est en route. En fait, là, c'est un projet qui est en route avec ma maison d'édition. Et oui, moi, mes vacances au Maroc, j'ai passé 2 mois pleins. J'ai adoré, j'ai appris plein de choses. En fait, j'avais une vie qui était complètement différente. Oui. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus lié à la nature quand j'étais au Maroc, parce que ma famille est d'une ville, ma famille est de Kenifra. Oui. Kenifra au Maroc, et elle habite dans un petit village qui s'appelle Jennen-Mes, qui est dans le coin. Ouais. Et du coup, c'était vraiment des vacances à la Tom Sawyer, c'est-à-dire que on prend un cheval, on va chercher de l'eau, on garde des moutons. Enfin, il y a vraiment tout un truc où c'est une autre dimension. C'est une vie que j'aurais pu avoir. Et du coup, et il y a tous ces petits. Après, pour vous, c'est un peu risible parce que nous, on aime ça, mais tout ce qui est les bonbons flash, les Mirinda, alors, quand vous dites quand vous dites pour ceux qui vivent au Maroc, c'est risible, mais il y a toute une mode aussi sur les réseaux sociaux où les gens vont partager des photos des anciennes marques qui n'existent plus, de limonade, de bonbons, la cigogne, voilà. Et donc c'est quelque chose qui fait partie d'une sorte de patrimoine. Alors certains même se l'approprient en faisant une sorte de mode kitsch avec les cagettes de boissons, de soda qui n'existent plus, qui en font des chaises. Donc ça fait partie du patrimoine. D'ailleurs, il y a même un artiste qui utilise aussi ces logos ou ces affiches pour des shootings photos avec des habits de mode un peu décalés. Donc on voit tout de suite quand même que c'est quelque chose qui est assez général, pas seulement pour les MRE, mais aussi pour les Marocains du Maroc. Et ça, pour vous aussi, c'est quelque chose à exploiter d'un point de vue artistique. Ouais, en fait, ça fait partie de mon imaginaire. Ouais. C'est-à-dire que la boisson Gogne, Crush, Hawaii et Poms, bah oui, ça fait partie de mes étés. Donc même si aujourd'hui en France, je peux trouver du Hawaii, je peux trouver du Poms très facilement, maintenant c'est des choses qui se vendent. Mais c'était pas le cas à l'époque. Et du coup, c'est un vrai goût de Maroc. Et c'est plein de choses qui font que je me suis construit un imaginaire
autour du Maroc, qui est peut-être pas toujours vrai. Hein. Il y a des fois où j'ai un peu c'est l'imaginaire qui vous appartient. Exactement. Tout à fait. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Rachid Sguini, alias Rakid, illustrateur et auteur de la BD Le Manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que. Votre BD, on peut la retrouver dans toutes les librairies en France, j'imagine ? En France, dans toutes les librairies. Après, vous pouvez la commander. Je sais que maintenant, il y a des FNAC au Maroc. Tout à fait. Au Marocomol et compagnie. Je sais que vous pouvez la commander à travers... vous pouvez aller la commander à la FNAC ou dans vos librairies. On vous la livrera, il n'y a pas de problème. Parce que je ne sais pas exactement où elle est dispo au Maroc. Ou sinon, sur le site de la maison d'édition, Lapin Édition. Moi, je pense que Lapin Édition, et je pense qu'ils peuvent effectivement la commander dans les librairies marocaines. Merci beaucoup, Rachid Sguini. Bon vent pour votre